Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast, du Q&A même. Donc on a quelques questions aujourd'hui et ce sera le dernier podcast, le dernier Q&A pendant quelques semaines parce que je suis en vacances à partir de samedi. Et voilà, du coup il y aura pas de Q&A, il y aura le podcast normal, les épisodes du mardi toujours. Avec d'ailleurs, on va commencer une série sur la philosophie du yoga et comment adapter cette philosophie qui est millénaire à notre vie moderne aujourd'hui. Et je suis très très contente, j'ai très hâte de vous faire découvrir ça et que vous me disiez ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à écouter les prochains épisodes du podcast du mardi et à me dire votre ressenti. Ok, donc on va commencer les questions. Aujourd'hui, la première question qu'on a, c'est comment faire du yoga enrhumé. J'ai pris un peu d'avance sur la saison de la crève et c'est sûr que c'est plus tendu de travailler sa respiration le nez bouché. Alors, ma réponse, comment faire du yoga enrhumé comme on peut, comme on peut. Donc si le nez est bouché, on respire par la bouche, il n'y a pas de miracle. On peut utiliser du Vicks Vaporub ou des inhalations si on veut, mais si le nez est bouché, on fait comme on peut. Malheureusement, c'est évidemment pas extraordinaire de respirer par la bouche, mais elle est là pour ce genre de... on a cette possibilité pour ce genre de cas, justement. On fera peut-être pas un peu moins de pranayama pour le coup, un peu moins d'exercice de respiration pure, mais bon, c'est en général l'histoire de 1 ou 2 semaines, donc c'est pas grave. Ce que je recommanderais surtout, c'est de protéger son énergie, en fait. De continuer à bouger, parce que, à part si on se sent vraiment HS, c'est pas une bonne idée de rester complètement statique. On veut continuer à bouger avec peut-être des mouvements très doux, des étirements qui font du bien pour stimuler la circulation et encourager le corps à guérir. Et puis aussi simplement parce que souvent on est un peu courbaturé, on est un peu, voilà, quand on a un rhume, on se sent pas très bien dans notre peau, donc ça fait du bien de s'étirer, de bouger un peu et de ramener un petit peu de vie dans ces cellules. Mais on veut pas non plus quelque chose de trop épuisant parce que le corps a besoin de ses forces pour guérir. Donc le yoga est extraordinaire pour ça, évidemment, puisqu'on peut vraiment doser en fonction de comment on se sent et de faire des mouvements plus doux quand on n'a pas beaucoup d'énergie et de faire des choses un peu plus dynamiques quand on se sent mieux. Donc voilà. Notre deuxième question, c'est: le yoga peut-il atténuer les symptômes d'hyperacousie, entre parenthèses, via la méditation? Alors je dirais que oui. L'hyperacousie, c'est donc quand on a une hypersensibilité au bruit, on est irrité par les bruits assez facilement. Je dirais que oui, donc dans le sens où l'hyperacousie ou même les acouphènes causent du stress et sont peut-être aussi causés par le stress. Donc oui, la méditation et peut-être avec de la musique ou un bruit blanc pour le coup, pour avoir cette légère stimulation et que ça couvre peut-être un petit peu le bruit des acouphènes, ou qu'on ait cette stimulation mais très légère dans le cas de l'hyperacousie je sais pas si c'est en fait pertinent pour l'hyperacousie. Pour les acouphènes, je dirais que oui en tout cas, mais donc, avec ou sans musique, avec ou sans bruit blanc, ça peut... La méditation, dans tous les cas, aider à réguler notre niveau de stress et du coup en atténuer les symptômes. J'essaierai aussi des exercices de respiration, comme la respiration alternée, par exemple. Et toujours pour réguler le stress, ou une respiration avec une expiration plus longue que l'inspiration, donc pour stimuler la réponse de relaxation du corps. Et puis même avec le yoga, en fait, faire du yoga avec une respiration Ujjayi cette fois-ci, donc avec une respiration où on contracte un petit peu la gorge pour faire en sorte que la respiration soit audible. Ça permet d'y concentrer l'attention et je trouve que c'est très apaisant, le fait de pouvoir entendre sa respiration, de se concentrer là-dessus.
et de la synchroniser avec les mouvements, c'est très apaisant. Donc quelque chose comme ça pour atténuer les symptômes d'hyperacousie. C'est ce que j'essaierai en tout cas, a priori. Après, je ne suis pas experte en hyperacousie ou en problèmes auditifs en général, mais comme c'est très lié au stress, pour moi, c'est quelque chose à explorer, ouais. Troisième question. Des fois, on peut se réveiller chagriné, fâché, énervé, sans raison apparente ou pour une raison très précise, du type idée négative persistante qui ne lâche pas, appréhension, repenser à un événement désagréable, etc. Que conseilles-tu dans ces cas-là pour ne pas sombrer dans la perspective désespérante que l'on va passer une très mauvaise journée, surtout quand on travaille chez soi et que le retour des pieds sur terre ne se fait pas par la force des choses? Alors, je dirais, pour commencer, de revoir ma réponse d'il y a une semaine ou deux sur le lâcher-prise. Donc, savoir que tout passe, que ces émotions sont temporaires, même si elles sont désagréables. Elles sont là, elles ont leur place, elles ont leur rôle, elles ont sans doute quelque chose à dire. Voilà. Et parfois, on peut se laisser un peu embarquer par nos propres histoires et s'identifier un peu trop à ces émotions. Donc, se dire... ah, je me sentirais toujours comme ça, même si on ne se dit pas consciemment, on peut avoir l'impression que cette émotion est là pour rester, alors que non, en fait, tout passe, tout est temporaire et parfois on se réveille comme ça et voilà. Je pense aussi que c'est d'autant plus important de prendre un moment pour soi le matin dans ces cas-là, pour faire quelque chose qui nous nourrit, quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui nous apaise et qui nous casse un petit peu cette dynamique négative, de spirale, comment on dit, de cercle vicieux et de spirale et d'être... ouais, cette spirale négative. Perso, dans ces cas-là, j'aime bien les pratiques très cosy, des mouvements doux, de la respiration, ou voire même de la méditation où je laisse l'émotion s'exprimer pleinement et où je vais peut-être pleurer un bon coup ou juste explorer un peu l'émotion, de la frustration, la colère ou ce genre de choses. Et juste me laisser avoir cette émotion pleinement dans le cadre de la méditation, dans le cadre de mon tapis à ce moment-là, pour qu'ensuite elle ait plus autant d'emprise sur moi le reste de la journée. Et puis oui, et puis parfois de toute façon on sait qu'on va avoir une humeur un peu délicate toute la journée et on fait juste au mieux, et tout en sachant donc que le lendemain ça ira mieux, ou qu'après une sieste ça peut aussi aller mieux, ou une activité donc comme le yoga ou quoi qui peut nous nourrir, qui peut nous faire du bien, ou regarder une série rigolote ou ce genre de choses, ou passer du temps avec son chat. Voilà, je pense qu'il faut être doux avec soi en tout cas. C'est d'ailleurs mon cas aujourd'hui, je suis d'une humeur un petit peu délicate parce que ça fait aujourd'hui 5 ans que mon papa est décédé. Donc j'ai suivi mes propres conseils ce matin, j'ai fait un peu tout ça, j'ai fait un exercice, 20 minutes de respiration et plein de temps avec mes animaux. Et voilà, et je sais qu'aujourd'hui, ça va être, comme dire, ça va être un peu délicat, mais je fais des choses que j'aime, et je sais aussi que demain, ça ira mieux. Voilà. Question suivante. Ma routine était dans mon calendrier. Malheureusement, une urgence est rentrée vendredi au moment où je faisais la pause et a complètement chamboulé mon programme de la journée. Je n'ai pas trop d'idées, des suggestions? Que faire dans ces cas-là quand on a programmé sa routine mais que la vie en décide autrement? Ce que j'ai conseillé à cette personne, c'est... Est-ce que tu vois un autre moment dans la même journée ou dans les journées suivantes où tu pourrais inclure cette routine que tu n'as pas pu faire? Est-ce que voilà, ce jour-là, c'est bon, là en l'occurrence c'était plus possible pour ce jour-là. Est-ce que tu peux la décaler au lendemain? C'est pas grave si une fois de temps en temps, voilà, il y a une urgence qui arrive et la routine doit sauter. Bon, bah tant pis. Ce que j'aime bien, forcément, c'est prévoir ce genre de possibilités et du coup faire
la routine, planifier ma routine, pour moi ça marche bien comme ça, mais la planifier le matin quand j'ai pas encore allumé mon téléphone, donc s'il y a une urgence, je ne le sais pas. Et tant pis, ça peut attendre une demi-heure, ça peut attendre une heure. Il y a rarement des choses qui doivent vraiment être gérées dans la minute. Mais du coup, forcément, une fois que la journée a commencé, qu'on a son téléphone allumé, ses emails, qu'on est en communication avec l'extérieur, le risque est plus grand. Donc c'est pour ça que, perso, j'aime bien avoir ma routine le matin quand il n'y a pas grand-chose qui peut venir interrompre ma routine. Après, je suis désolée, d'ailleurs, il y a Crapsy qui est en... Voilà. Il y a Crapsy qui se gratte et qui bouge et qui fait des mouvements dans sa cage à côté de moi. Donc je suis désolée s'il y a un petit bruit de fond de temps en temps. Oui, après, donc s'il n'y a pas de possibilité d'inclure même, en l'occurrence c'était une routine de 10 minutes. Donc s'il n'y a pas de possibilité d'avoir 10 minutes pour faire sa vidéo ou 30 minutes ou voilà pour caser sa routine, on peut réfléchir aussi à qu'est-ce que cette routine m'apporte? Quels sont les bienfaits qu'elle m'apporte? Qu'est-ce que j'essaye d'accomplir en prenant ces 10 minutes, ces 30 minutes? Ok. Qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir un bienfait similaire, peut-être pas autant, mais un bienfait similaire en, disons, 2 minutes? Est-ce qu'il y a une posture de yoga que je peux faire? Est-ce que je peux m'asseoir pendant 2 minutes, fermer les yeux, me concentrer sur ma respiration et déjà ça va un peu réguler mon niveau de stress, ça va me ramener à moi-même, ça va me ramener à mon bien-être. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est que j'ai besoin de bouger, que je suis restée assise pendant toute la matinée et ces 30 minutes c'est fait pour me faire bouger? Bon, est-ce que tu peux faire une salutation au soleil, par exemple, juste une salutation qui va te prendre littéralement 1 ou 2 minutes et au moins avoir bougé un peu et te sentir un peu mieux, un peu plus dans ton corps. Donc voilà, il y a tout ça qu'on peut explorer pour les cas où une urgence arrive et on peut pas faire sa routine comme on le veut, comme on l'aimerait. Et j'ai une dernière question pour aujourd'hui. Comment se prémunir contre les dérives sectaires liées au yoga? Alors, je dirais que si un prof de yoga, déjà si un prof de yoga s'appelle gourou, se fait appeler gourou, bon c'est un petit red flag. Mais si un prof de yoga commence à parler en absolu, insiste par exemple que sa méthode est la seule valable, dénigre les autres, c'est pas un très très bon signe. J'en ai rencontré des comme ça et ça m'a fait tiquer immédiatement. Quelqu'un qui insiste que sa méthode est la meilleure, qui va parler mal d'autres professeurs ou d'autres techniques, d'autres courants, c'est pas très engageant, je pense en général. S'il n'aime pas les questions aussi, s'il n'aime pas qu'on remette en question certains aspects, si on lui demande mais pourquoi on fait ça, pourquoi on fait cette pratique-là, pourquoi on fait ceci, ou pourquoi cet alignement se fait comme ça et qui n'aime pas la question, qui n'a pas forcément les réponses, et qui ne sait pas dire je ne sais pas aussi, parce que des fois on ne sait pas, on n'a pas la réponse et c'est important de savoir dire je ne sais pas, je vais regarder, je reviens vers toi. Donc ce genre de choses. Ou si un prof prête au yoga des bienfaits un peu extravagants, s'il va suggérer, il ou elle bien sûr, s'il va suggérer que ça pourrait remplacer des traitements médicaux contre de vraies maladies physiques ou mentales, c'est pas non plus une super idée, surtout des maladies bien sûr comme le cancer ou des choses comme ça. Il vaut mieux courir à ce moment-là. Ou s'il fait la promotion de soi-disant médecine alternative comme la naturopathie, l'homéopathie ou les autres vendeurs de poudre de perlimpinpin, je me méfierais aussi. Plus que je me méfierais, je m'en éloignerais immédiatement personnellement. Après, bon, on a les croyances qu'on veut, mais voilà, ce sont des croyances. Donc pour moi, ça n'a pas forcément sa place, notamment dans une salle dans un studio de yoga ou dans un cours de yoga, ou sur les réseaux sociaux.
Donc voilà, c'est ce qui me vient en tête principalement parce que c'est ce que j'ai déjà vu. Après, le yoga est formidable. Le yoga est formidable. Il a extrêmement enfin, il y a vraiment beaucoup de bienfaits qui sont liés. Il commence à être étudié. Il commence à y avoir vraiment de la recherche scientifique qui se fait autour. Donc il y a des choses qui ont été prouvées. Il y a des choses qui sont en cours d'être démontrées euh, au niveau de ses bienfaits. Mais ça reste une pratique ça reste une pratique qui se met au service de notre vie, qui ne doit pas la diriger. Euh, Au-delà des aspects philosophiques, bien sûr, de la pratique, mais je pense qu'elle doit être constamment remise en question, elle ne doit pas remplacer des traitements médicaux et jamais, évidemment. Euh, donc il faut avoir une certaine distance avec la pratique, c'est ce que je veux dire. Et si un prof ou un mouvement manque de cette distance, euh, pour moi, c'est le red flag principal. Voilà. Après, faut pas non plus. Enfin, ce qui me fait, ce que j'ai déjà dit plein de fois, mais ce qui me rend toujours triste, c'est que ces personnes-là sont particulièrement vocales et que aussi dans les médias, on aime bien les choses un petit peu extrêmes, on aime bien pointer du doigt les dérives et ce genre de choses. Mais ça reste heureusement rare et la plupart des profs sont excellents et ouverts à plein de choses. Donc voilà. Voilà. Je pense que c'est à peu près ce que j'ai à dire sur le sujet. Si j'ai autre chose qui me vient en tête, je reviendrai. Ok, j'espère que ça a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous diriger vers les notes de l'épisode voilà, où vous pouvez me contacter. Je vous encourage à prendre soin de vous, comme toujours, à me contacter également. Et si vous avez besoin de mon soutien, si vous désirez mon soutien pour vous aider à intégrer de meilleures habitudes self-care à votre quotidien, pour gagner en mobilité, pour apprendre à gérer votre douleur, à améliorer votre sommeil et à réguler votre stress, rien que ça, n'hésitez pas à me contacter et on discutera, on verra comment je peux vous aider. Je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonne fin de semaine et à très bientôt. Merci.